Sinoc. Donc, je parle en mon nom et celui de Florence Huc également, qui est copilote pour ADEME et qui est un contretemps qui nous rejoindra plus tard. Donc, merci à tous de vous être mobilisés pour ce nouveau webinaire, le premier de 2026 autour de l'EIT. Vous verrez, vous découvrirez, notamment grâce aux témoignages, des exemples inspirants de synergies complexes mis en œuvre sur d'autres territoires. Merci d'ailleurs aux témoins qui vont intervenir tout à l'heure. Juste un petit mot quand même pour vous rappeler nos prochaines échéances. On a ce webinaire et on a prochainement, le 12 mars prochain, les prochaines rencontres régionales de l'EIT qui seront organisées avec les synergies du Pastel qui nous accueilleront à Gaillac. Le lien d'inscription est, merci Clémence, déjà sur Cyclope et vous avez dû recevoir également un mail, mais n'hésitez pas à vous inscrire et même le plus tôt possible pour des questions d'organisation. Donc le 12 mars prochain à Gaillac, les prochaines rencontres régionales EIT. Et je vous rappelle également que on a clôturé récemment un AMI EIT et on est en cours d'analyse et normalement d'ici la fin du mois, vous aurez le résultat des lauréats de cette AMI et je ne vais pas en dire plus et je vais laisser la parole à nos intervenants. Bon webinaire à tous. Merci Benoît pour ces petites annonces dignes d'un spot publicitaire. Pour rappel, bonjour tout le monde, on est sur un format de webinaire, donc merci à tous et à toutes de bien couper vos micros pour qu'on puisse bien s'entendre et pas être interrompu. Vous avez dans le bas de votre écran normalement une barre qui s'affiche avec la possibilité d'ouvrir le chat pour poser vos questions et bien entendu l'onglet réaction pour montrer toute votre joie, votre perplexité ou interpeller un des intervenants. Et comme on le disait, vous aurez des temps pour poser les questions et échanger avec les participants. Et donc, ce webinaire est enregistré de manière à pouvoir être mis disponible prochainement en réécoute sur Sinoc. On va commencer tout de suite par un petit brise-glace. Donc, on va vous proposer, on va vous mettre un lien vers la plateforme Mural dans le chat de cette conversation. On va vous proposer de cliquer dessus. Donc là, j'arrête le partage dans quelques secondes. Donc, on va tout simplement faire un petit jeu très rapide. Et on part un peu dans le monde magique et on va se dire, eh bien, si j'avais la possibilité, par un coup de baguette magique, de solutionner toutes les difficultés, les obstacles, etc., quelle synergie complexe que j'ai dans mon territoire actuellement, j'aimerais concrétiser. Et donc, on va vous demander de partager ça. Donc, normalement, vous avez le lien qui va apparaître sur le mural. Sinon, je vais vous le mettre. Donc sur l'appli Mural, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, il n'y a pas besoin de se créer un profil, hein. Vous allez cliquer dessus et vous allez faire entrer en tant qu'invité. Enter je ne sais pas quoi. Et je vais repartager mon écran de manière à ce que, éventuellement, s'il y a des gens qui ont des difficultés pour se connecter dessus, ils puissent quand même en profiter. Donc ça, c'est juste un petit jeu brise-glace. Vous me dites, les camarades, si jamais il y a des problèmes d'affichage sur ce que je vous partage, mais ça a l'air d'aller. Voilà, donc moi je vais zoomer. Donc ce que je vous propose, c'est que chacun se mette sur une petite étiquette qui est en dessous là. Vous allez pouvoir zoomer autant que possible et nécessaire avec la molette de votre souris. Ou alors en bas de l'écran à droite, vous avez un petit pad là et vous avez des plus-moins pour faire des zooms avant et arrière. Donc, normalement, vous double-cliquez ou vous cliquez une fois pour inscrire votre nom. Par exemple, voilà, je vois que David a compris. Il va pouvoir effacer votre nom et écrire. Et en quelques mots très, très simples, la désignation de la synergie à laquelle vous pensez quand on vous dit ça, une synergie complexe que vous aimeriez réussir à mettre en œuvre parce que là, on vous a fourni une baguette magique pour quelques instants. Et moi, je vous partage l'écran comme ça, tout le monde peut un peu profiter en temps réel de ce qui se passe sur ce mural.
Donc, nous avons les sujets d'énergie qui ressortent déjà, avec de la valorisation d'énergie fatale basse température, des projets d'autoconsommation collective en énergie photovoltaïque. On reconnaît, on devine les territoires en lisant les synergies. On a la valorisation des OLD, obligations légales de débroussaillement, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on a aussi du biodéchet. On a notre fameux sujet du BTP. Et l'eau qui fait sa grande entrée, donc avec la réutilisation des eaux usées en agriculture, et capter et utiliser une ressource en eau. Des acteurs qui ne sont pas réactifs là au milieu, c'est pas une synergie ça, il faudrait nous le préciser. Je regarde si on Je a veux un bien, petit peu plus bas. Ah, on je veux en a bien que vous d'autres. précisiez vos noms, moi. Ça Oui, m'intéresse. si vous arrivez à cliquer dessus, normalement, voilà, on clique comme ça et on peut ensuite échanger mon nom par voilà, super. Vous êtes super fort avec Mural. On a réhute de l'eau industrielle là, donc on a l'eau qui est toujours là en force. Un nouveau mode de construction foncier raisonné, peut-être en lien avec le ZAN, le zéro artificialisation nette. Encore de l'énergie avec la valorisation du CO2 d'un méthaniseur comme accélérateur de croissance de légumes et de fruits d'une ferme urbaine. Les ressources du BTP. Est-ce qu'il y en a que j'ai oublié de lire? Je redescends un petit peu, que vous êtes très nombreux et nombreuses ce matin, donc quasiment 30 personnes. Ah, le réemploi du carton qui apparaît. On a en bas un restaurant interentreprise alimenté en circuit court. Sur la réhute de l'eau, il y a Alban qui très gentiment propose dans les chats de partager ses notes d'une formation CNFPT qui a eu lieu la semaine dernière. L'autoconsommation, les déchets du BTP, la réhute. Les flux de rebut de production plastique. On n'avait pas encore eu le plastique. Le réemploi de draps d'examen. Là, on va dans les déchets de la santé. La valorisation du cuir. Donc, on a un peu de textile hein, qui apparaît. Et donc, réussir à instaurer un syndicat d'études de préfiguration pour la valorisation des déchets résiduels. De la CVTech, du recrutement des RH avec le partage de profils et de CV. Et bah, ça fait beaucoup, beaucoup de très beaux projets sur vos territoires. Les CV, c'est pour les saisonniers. Donc, la particularité des emplois saisonniers, qui est effectivement pas évidente à traiter. Restaurant interentreprise. Et nous avons ici on n'avait pas encore eu la mobilité, la mise en commun de véhicules et de matériel pour une entreprise du BTP. Et on a de nouveau de la mise en commun de matériel qui apparaît. Donc voilà, ça nous fait un petit tour d'horizon, à la fois des participants et puis
des problématiques variées finalement que vous avez à traiter quand il s'agit de bah, voilà, mettre en œuvre des synergies qui ont été identifiées. Je vous invite à garder ouvert cet onglet mural si vous voulez continuer à le compléter. Mais on va sans plus tarder rebasculer sur le programme de notre webinaire et sur la présentation de manière à rentrer dans le vif du sujet. Je repartage notre support et je vous présente dans une petite minute le programme des réjouissances. Il s'est pas mis en plein écran. Ça va être petit là, il faut que je rechange l'affichage ou ça va? Pas vraiment. Si tu peux Excusez-moi. changer Ouais, l'affichage, c'était mieux. du premier coup, il se met pas complètement je sais pas Et pourquoi. si tu as arrêté l'enregistrement, n'oublie pas de le remettre en route, Caro. Non, je l'avais pas arrêté du coup. On fera une coupure dans l'enregistrement. Voilà, là ça devrait être mieux, je pense. Hop. Et je suis partie un petit peu loin. Est-ce que c'est bon? Super. Juste pour vous dire qui vous avez autour de la table en intervenant ce matin pour ce webinaire. Donc, on est trois consultants, consultantes du consortium d'assistance à maîtrise d'ouvrage de la région et de l'ADEME pour l'animation du réseau SINOC. Donc, Benoît, Clémence et moi-même, vous nous connaissez normalement. Et puis, on a la chance d'avoir donc non pas un, mais deux témoins ce matin qui se sont connectés depuis le Grand Est. Donc, Andy et Benoît, encore un, qui vont témoigner l'un après l'autre sur voilà, des synergies opérantes avec voilà, des apports méthodologiques qui, on en est certains, vont vous intéresser. Donc, après chacune de leurs interventions, vous pourrez réagir, poser des questions, compléter. On va, en termes de programme, juste vous donner quelques petits éléments introductifs, quelques, on va dire, parties pris méthodologiques. On sera volontairement très rapide, puisque ce webinaire doit se terminer à midi, de manière à ce qu'il y ait le plus de place possible pour les deux témoignages. Et nous, on réinterviendra entre les deux témoignages pour amener quelques éléments méthodologiques. Et donc, sachez que après ce webinaire, évidemment, on mettra à disposition l'enregistrement et le support de présentation, mais que vous aurez un support beaucoup plus détaillé avec voilà, plus de diapositives, plus d'éléments rédigés méthodologiques, puisqu'on n'avait pas le temps de vous les présenter ce matin, mais qu'il y a plus de matière que ce que vous allez voir au cours de ce webinaire. Donc, ce sera disponible également sur Sinoc sous peu. Quelques mots d'introduction, donc un rappel ultra rapide pour bien se mettre d'accord sur de quoi on parle hein, quand on parle euh, de synergie interacteur. Nous, on fait référence à trois grands types de synergie. Les synergies de mutualisation, donc il y en avait dans le mural que vous avez partagé, des exemples de mise en commun, de partage d'infrastructures, d'outils, de véhicules, de ressources humaines. Ça peut se déployer sur plein de domaines différents. Des synergies de substitution où là, vraiment, c'est le flux énergétique ou matière sortant d'une entreprise ou de plusieurs entreprises qui va être utilisé, réutilisé, réemployé par une entreprise ou des entreprises partenaires et qui va éviter l'utilisation de matière ou de vierge ou de flux énergétiques soit carbonés, soit à des tarifs moins intéressants. Et puis, troisième type de synergie possible, la création de nouvelles chaînes de valeur quand il manquait un chaînon. Ça peut être de la logistique, ça peut être de la collecte, du pré-tri, de la préparation. Et donc, c'est les trois grands types de synergie qu'on observe habituellement. Et puis, par l'observation aussi, on voit qu'il y a des 10 grandes familles de thématiques dans lesquelles tout ça peut s'appliquer. Donc évidemment, ce matin, vous ne pourrez pas avoir des exemples sur ces 10 familles-là, mais on a vu dans le partage tout à l'heure de vos baguettes magiques que finalement, dans les sujets qui vous interpellent, on touche à tous ces sujets-là. Et donc, ça prouve la grande diversité aussi voilà, des enjeux et des manières de procéder. Euh, on voulait aussi, pour poser le cadre, partager avec vous le fait que finalement, une synergie, quelque part, elle a un cycle de vie.
Donc là aussi, pour le dire très rapidement, évidemment, il y a la phase de détection. Donc certains d'entre vous l'ont mis tout à l'heure dans le mural. Pour certains, on en est à cette phase-là parce que c'est une démarche qui se lance ou qui se relance, hein. Donc comment identifier des potentiels de synergie avec différentes méthodes, hein, ateliers de détection, visite de site, entretien, analyse documentaire ou base de données de data. Une fois qu'on a détecté un certain nombre de pistes de synergie, on va analyser leur faisabilité, leur potentiel finalement, à travers différents critères dont on va parler évidemment aujourd'hui, mais qu'on ne pourra pas détailler. Mais en tout cas, ça fait partie des éléments qu'on vous fournira après coup, hein, sur un petit peu des grilles de questionnement systématiques pour questionner la faisabilité d'une synergie. Ensuite, il y a la phase de mise en place. Donc, on met en relation les acteurs, on va chercher des apporteurs de solutions ou créer ce fameux maillon de chaîne de valeur qui peut être manquant. Donc, ça peut être création d'une activité nouvelle aussi. Et puis, tout le volet contractualisation entre les partenaires pour sécuriser la synergie et les aspects assurantiels, risques, etc. Ensuite, bah, la synergie, elle vit sa vie, hein. Dans son fonctionnement, bah, c'est le moment où les acteurs échangent, mutualisent, opèrent concrètement leur synergie. C'est aussi le moment où dans la vie de la synergie, peut se passer plein de choses. Il peut y avoir des nouveaux acteurs qui rentrent dedans ou de la sortie de certains acteurs. Donc, ça peut faire aussi bouger le modèle technico-économique aussi de la synergie. Et puis, alors on l'a mis comme fin de la phase, parce qu'il faut bien le mettre à la fin d'un cercle, mais la question de l'évaluation, du suivi de l'impact et puis du reporting de cette synergie va être important pour valoriser les résultats, célébrer les victoires, faire venir aussi dans le cercle des partenaires d'autres acteurs économiques et tout cela suivi aussi et porté par la gouvernance. Et donc, on a bien conscience aussi que tout au long de ces différentes étapes, bah, la synergie, elle peut poursuivre sa vie, mais elle peut aussi parfois s'arrêter, malheureusement, quand les conditions ne sont plus réunies. Et puis, elle peut évoluer, elle peut muter au gré des entrées-sorties d'acteurs ou d'évolutions parfois réglementaires ou tarifaires. Voilà, les REP, les changements des réglementations, des obligations pour les acteurs économiques. On va maintenant voir qu'est-ce qu'on entend nous par synergie complexe, parce que c'est là-dessus qu'on va zoomer. Et je te passe la parole, Clémence. Ouais, merci Caroline. Donc oui, dans ce webinaire, on va surtout s'intéresser finalement aux synergies complexes ou qu'on appelle aussi structurantes, qui demandent donc plus d'ingénierie, plus d'expertise, plus d'accompagnement aussi de la part des animateurs EUT. Et d'abord, il faut peut-être qu'on s'accorde aussi sur qu'est-ce que de synergie complexe, parce que vous le savez, il y a plein de types de synergies. Toutes les synergies ne se valent pas et toutes ne demandent pas le même niveau du coup d'ingénierie pour les mettre en œuvre. Et une synergie complexe, c'est d'abord une synergie qui mobilise au moins trois acteurs en général et où bah, plusieurs flux aussi en même temps. Dans de rares cas, une synergie complexe peut aussi mobiliser que deux acteurs, mais plutôt sur de la mutualisation très particulière d'équipements ou de fonciers très spécifiques. En tout cas, c'est pas une simple mise en relation clairement entre deux entreprises et ça peut aussi souvent concerner plusieurs acteurs qui seront hétérogènes entre bah, des entreprises, des collectivités, des opérateurs, des associations qui ont des intérêts et des contraintes et des horizons de temps aussi très, très différents. Ensuite, une synergie complexe, c'est aussi nécessite une ingénierie, en tout cas avancée, qu'elle soit technique, économique, juridique, organisationnelle. Autrement dit, ce sont des projets qui ne peuvent pas se reposer uniquement sur la bonne volonté des acteurs, clairement. Ils demandent du cadre, de la méthode. Et souvent, bah, des expertises aussi externes, qu'elles soient juridiques, techniques, comme faire appel à un avocat, un juriste pour border les synergies, pour rassurer les acteurs, pour mettre en place aussi des outils qui permettent de sécuriser la synergie aussi sur le long terme. Troisième point clé, ça va être de créer une dépendance fonctionnelle aussi entre les acteurs. Ça signifie que si un maillon du projet se fragilise, si un acteur quitte la synergie par exemple, c'est l'ensemble de la synergie qui peut être impacté finalement. C'est aussi des projets qui s'inscrivent sur une temporalité longue, ça je vous l'apprends pas. On parle rarement de quelques mois en général. Il faut souvent bah, plusieurs années hein, pour passer de l'idée à une synergie vraiment concrètement opérationnelle, stabilisée. Ça peut être 6 mois dans le meilleur des cas, mais c'est très rare. Mais c'est souvent 1 an, 2 ans, 3 ans, parfois plus de 5 ans si on est sur des synergies type réseau de chaleur, par exemple avec
plusieurs entités. Et il peut y avoir aussi des phases forcément itératives, donc des phases de test, des phases d'ajustement, de renégociation. Donc tout ça, évidemment, ça prend du temps et ça demande une animation aussi durable par un acteur tiers neutre, donc en général la démarche. Et du coup, dernier point, bah, ces synergies, ça comporte aussi des enjeux de gouvernance très élevés. Qui porte le projet, qui décide, comment on arbitre, comment on sécurise aussi les engagements de chacun dans le temps, etc. Donc voilà, une synergie complexe, ça ne s'improvise pas très clairement, et c'est pas juste parce que c'est le bon moment ou la bonne idée. Et puis on aura de bons exemples aussi effectivement de mise en œuvre de synergie avec Andy et Benoît durant ce webinaire et on a vu pas mal de types de synergies complexes pendant le brise-glace. On a vu des projets d'autoconsommation collective, on peut voir aussi une plateforme par exemple de territoriale de valorisation organique ou de valorisation de déchets verts. Ça peut être des mutualisations d'infrastructures comme des process de réutilisation d'eau, etc., etc. Ou autour de la chaleur, de l'énergie, on l'a vu aussi avec vos exemples. Donc une fois qu'on a défini tout ça, ce que c'était une synergie complexe ou structurante, on peut se demander bah, quand est-ce qu'un territoire peut monter, on va dire, et se lancer dans ce type de synergie. Et il faut comprendre aussi que la réussite de ce type de synergie repose sur un gros travail en amont qui est structuré, qui est aussi collectif en général, de renseignement des pistes de synergie, de toutes les pistes de synergie, y compris les plus simples, et de priorisation ensuite des pistes grâce à un certain nombre en général de critères. Pour renseigner les pistes de synergie, c'est ce qui va nous permettre un peu de caractériser la synergie. C'est sa fiche d'identité pour poser justement les éléments à notre disposition. On peut également faire avec tous les types de synergie, évidemment, hein, du plus simple à la plus complexe. Voilà, mais c'est un prérequis qui est nécessaire, en tout cas, aux synergies les plus structurantes. Concrètement, ça signifie qu'il faut décrire la synergie. D'où vient l'information? Est-ce que c'est à l'occasion d'un atelier, d'un entretien? Dans quel contexte elle a émergé? Quels acteurs évidemment sont concernés? Quel est le type de synergie? Si c'est de mutualisation ou de substitution? Quels sont les flux en jeu? Quelles sont les quantités, les fréquences? Que ce soit vraiment très qualifié, très quantifié? Quelles sont les contraintes techniques éventuelles, les coûts, etc. Surtout, quelle est la situation de départ et quelle est la situation visée. C'est vraiment essentiel de décrire justement la synergie de manière exhaustive, parce que bien la nommer, c'est bah, de clarifier l'action et d'éviter des malentendus entre les acteurs plus tard. Donc, tous ces éléments doivent être capitalisés. C'est souvent dans un grand tableur Excel, comme on aime le faire en EUT, pour assurer aussi le suivi, la capitalisation et l'évaluation après des synergies sur le long terme. Deuxième étape, on va prioriser toutes ces synergies-là. Et elle se fait en général à deux niveaux. D'abord, un niveau un peu du point de vue collectif, donc à l'échelle du territoire, en prenant de la hauteur par l'animateur de la démarche en général. Et on peut se poser plusieurs questions. Est-ce que ça répond à des enjeux économiques, environnementaux et sociaux sur ce territoire-là? Est-ce que c'est une priorité stratégique aussi pour le territoire? Est-ce que c'est en cohérence avec notamment des documents de planification si on travaille dans une collectivité? Est-ce que il faut définir aussi évidemment des critères de notation partagée, donc en termes de faisabilité technique, juridique, économique, impacts territoriaux, on va revoir un peu tout ça plus tard. On peut avoir aussi des critères plus subjectifs quand on a rassemblé, on va dire, des entreprises qui sont intéressées par ce type de synergie, notamment quelle est la qualité des relations entre ces entreprises, entre les parties prenantes. Si c'est des concurrents ou si c'est des dirigeants notamment qui ont des différences, ça peut poser problème. Mais s'ils ont déjà monté des partenariats ensemble, bah là par contre, ça peut être vraiment facilitant, quoi. On peut se demander aussi, est-ce qu'il y a des centres décisionnels sur le territoire? Parce que là aussi, si les sièges sociaux sont à Paris ou dans d'autres pays, ça peut mettre à mal le projet. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut anticiper en amont. Et puis la priorisation, doit aussi se jouer de manière individuelle. Du point de vue de l'entreprise, du point de vue des entreprises. Notamment, est-ce que bah, c'est faisable, réaliste pour l'entreprise? Est-ce que c'est prioritaire pour ces entreprises-là? Est-ce que l'entreprise est prête à s'impliquer, à mettre du temps, notamment dans la mise en œuvre? À quel coût, à quelles conditions, etc., etc. Et vraiment, cette priorisation, elle est cruciale. Elle permet aussi à l'entreprise de s'impliquer et de s'approprier la synergie dès l'amont et puis d'identifier aussi bah, des acteurs leaders qui nous permettront peut-être d'avancer et d'apporter un coup de boost à cette synergie-là.
Et ce qui est important à retenir aussi, c'est que tout ce travail amont, c'est un investissement pour la suite. On sécurise cette phase avec ces prérequis-là. Et plus on sécurise, plus on augmente en fait nos chances de réussite aussi pour la phase opérationnelle. Et voilà, du coup, une fois ces prérequis posés, on a un certain nombre aussi de recommandations et de parties pris. Et pour ça, je laisse la parole à Benoît. Merci Clémence. Oui, effectivement, c'était important peut-être de faire un petit atterrissage méthodologique avant de passer la parole au premier témoin. L'idée, c'est de partager avec vous des partis pris méthodologiques. Clémence vous a exposé beaucoup d'éléments méthodologiques déjà dans sa prise de parole et il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Là, on prend un peu plus de hauteur pour vous dire que dans tous les cas, il faut pas s'affoler et que chaque synergie que vous allez identifier et qui est de l'ordre voilà de complexe, eh bien, elle va être traitée d'une manière assez unique par rapport à une autre, compte tenu des paramètres que sont les entreprises qui vont être impliquées, le profil de votre territoire, c'est les principaux éléments qui vont changer, mais aussi la ressource concernée, peut-être aussi des éléments extérieurs que sont le contexte réglementaire qui va peut-être accélérer un sujet à un moment donné, et puis l'année d'après ou l'année d'avant, c'était pas le cas. Donc, il s'agit de s'adapter et de prendre en compte le processus à suivre en fonction de l'ensemble de ces éléments. Dans tous les cas, il y a quand même des sujets qui reviennent et qui ont été traités par d'autres territoires et sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Donc, l'idée, c'est à partir de son propre contexte, identifier des grandes étapes que vous allez pouvoir suivre et pourquoi pas et surtout j'allais dire en accord avec les partenaires impliqués et d'aller chercher des retours d'expérience. Il y en a beaucoup et c'est pour ça que nous sommes là aussi, que le réseau Sinoc existe et que le réseau national Synapse aussi depuis presque une dizaine d'années maintenant capitalise des éléments méthodologiques, des retours d'expérience, identifie des porteurs qui permettent voilà, de partager de l'information à travers une communauté qui coopère entre elles. Alors, tout ceci limite les risques. Soulève des questions, identifie des enjeux spécifiques qui vous permettent d'identifier et d'éviter des écueils. Ensuite, on peut juste souligner que les méthodes de détection et de priorisation de ces synergies euh, peuvent avoir une influence sur la manière de la traiter, de l'accompagner. Évidemment, si euh, vous identifiez un sujet avec une entreprise qui a une problématique spécifique, mais qui, pour mettre en œuvre une synergie, eh bien, il faut aller chercher d'autres entreprises sur le territoire qui ne sont pas identifiées. Ça va évidemment euh, euh, influencer le calendrier de mise en œuvre et, euh, et mettre un peu en suspens la possibilité de réaliser cette synergie s'il vous faut 7 8 entreprises supplémentaires pour massifier la ressource en question et rendre, on va dire, réalisable la synergie. Et puis, au contraire, si vous avez une synergie que vous identifiez dans le cadre d'un atelier avec 4-5 entreprises qui d'ores et déjà sont d'accord pour converger vers ce sujet, vous avez déjà beaucoup de clés en main avec cette méthode de détection qui permet de les impliquer immédiatement. Euh, Autre point très important pour vous, animateurs, pour vous rassurer aussi, c'est qu'il ne s'agit pas d'être expert de tous les sujets complexes qui peuvent être abordés. Vous avez vu qu'il y en avait de nombreux dans les différentes thématiques et qui peuvent impliquer différents types d'entreprises, de tout secteur, de toute taille. Euh, Surtout, vous êtes expert du processus d'accompagnement et et en fait de votre savoir-être aussi en termes de voilà d'intervenants médiateurs
spécialiste de la mise en coopération et de la convergence des intérêts des différents acteurs. Et tous les sujets techniques qui vous dépassent, et c'est normal, nous ne sommes pas, même après 20 ans d'expérience, des experts de tous les sujets. Vous pouvez aller trouver des ressources. Sachez que les entreprises elles-mêmes, les premières entreprises partenaires, sont les mieux placées pour vous apporter de l'expertise parce qu'elles connaissent leur métier. Vous avez aussi la possibilité de faire fonctionner votre propre réseau ou celui de vos collègues pour identifier des ressources extérieures ou solliciter le centre de ressources du réseau Sinox. Nous sommes là pour ça. Et puis il y a aussi ce que je vous disais tout à l'heure, les retours d'expérience au niveau national. Voilà. Et puis dernière petite astuce aussi, n'hésitez pas et n'ayez pas peur et surtout partagez cette logique de fonctionnement avec les entreprises partenaires, d'instaurer cette logique d'essai-erreur. On sait que, surtout quand on est dans des projets innovants, de tenter une voie et si elle ne marche pas, s'il y a un acteur qui vous lâche en cours de route, eh bien on revient en arrière, on reprend, on refait le point et on repart sur une autre voie, peut-être technique ou organisationnelle. Et c'est tout à fait normal d'avancer progressivement par petits pas comme ça sur des synergies qui dites complexes qui sont longues à mettre en œuvre. Voilà, j'en ai fini pour ce cadrage un peu, enfin cette recommandation, et je vais tout de suite passer la parole à notre premier témoin, Andy Kimeno, qui est chargé de mission économie circulaire à la commune de Sarrebourg-Moselle Sud, et qui va nous présenter une première synergie complexe qui a abouti, vous allez voir, avec de jolis résultats autour de la filière tissu et cuir. Merci Benoît, bonjour à tous. Donc Andy Kimeno, chargé de mission économie circulaire, qui englobe également l'animation de la démarche EIT sur le territoire de Sarrebourg-Moselle Sud. Petit point géographique par rapport à l'Occitanie, on est de l'autre côté. On est tout en haut à droite, blotti au pied des Vosges et de l'Alsace, sur un territoire hyper rural, donc 76 communes, 47 000 habitants, un territoire pendulaire. Vous pouvez tirer 1 heure vers Metz, 1 heure vers Nancy, 1 heure vers Strasbourg. Pourquoi je précise ça? C'est très important. Donc, on est un bassin de plein emploi, éloigné des grands centres névralgiques. Bassin de plein emploi, donc moins 5% de chômage, et où on a la chance d'avoir nos pôles industriels sur une même zone, sur la zone de Sarrebourg. Donc, tout le monde se connaît. Les étendues ne sont pas grandes pour aller d'un site industriel à un autre. Et c'est très important pour fluidifier les synergies sur un territoire. Notre territoire a une histoire avec la filière textile, cuir, fibre, parce que c'est un territoire, comme je vous le disais, hyper rural, donc avec une forte filière ovine, donc valorisation de la laine de mouton, mais également avec des grandes entreprises de maroquinerie et de tissus. Sur notre territoire, on avait Bata qui a fermé en 2001, qui employait 3000 personnes pour fabriquer des chaussures. On a le siège de Mephisto que vous connaissez peut-être, et l'unité française de production de Steelcase qui fait du mobilier de bureau. On peut passer à la slide suivante. Merci beaucoup. Et la Comcom de Sarrebourg, qui est mon employeur, est investi dans une stratégie globale de développement durable. Et c'est une communauté de communes de projets opportunistes. On va souvent venir se positionner sur demande des différentes interactions qu'on peut avoir avec nos acteurs économiques. Donc, vous pouvez voir tous les programmes dans lesquels on est engagé. Donc, pour ma part, moi, ça va être la démarche EIT et le contrat d'objectif territorial en tant que chargé de mission économie circulaire. À savoir que vous parlez d'autres synergies. Mes missions, par exemple, vont un petit peu au-delà de l'écologie industrielle et territoriale. Je m'occupe également de développer des boucles d'autoconsommation collective, de développer des filières intégrées, donc textile, on va en parler, de papier craft, de toutes les chutes de production sur le territoire, de développer les bonnes pratiques au numérique responsable, le schéma directeur des énergies renouvelables. Voilà, la Comcom est un petit peu sur plusieurs plans, mais vraiment le leitmotiv du président est celui du développement durable, et on verra à la prochaine mandature vers où on ira, mais c'est quelque chose qu'on devrait garder.
Donc, plus concrètement, pour revenir sur les synergies et vraiment l'écologie industrielle et territoriale, la synergie complexe qu'on déploie depuis fin 2021-2022 jusqu'à nos jours est celle de la valorisation des chutes de production cuir-tissu. On peut même élargir tout ça un petit peu plus loin sur la fibre avec la valorisation de laine. J'en parlerai succinctement. Et pourquoi est-ce qu'on parle d'une synergie complexe ici? Clémence le disait, c'est tout simplement parce qu'on vient allier plusieurs acteurs. C'est un consortium d'acteurs engagés en regroupant la collectivité, donc la Comcom de Sarrebourg, mais également l'économie sociale et solidaire, grâce à la participation d'une SIAE, une structure d'insertion par l'activité économique, les entreprises du territoire. On a également décidé d'y inclure un collège, donc le milieu académique, pour pouvoir dispenser la bonne parole de l'économie circulaire aux plus jeunes. Le tissu associatif et le tissu artistique. Benoît, l'un des trois Benoît Duré le mentionnait, on n'est pas expert en tout, mais on s'entoure des bons acteurs, donc les acteurs artistiques pour compenser les carences en design d'objets. Voilà, c'est pour ça qu'on parle d'une synergie complexe. Et je vais vous le présenter. Donc, nous, on est sur une synergie de substitution. Donc, on va valoriser des chutes de production, donc de la matière, on va appeler ça une matière première secondaire. Les chutes des uns deviennent une valeur pour les autres, mais aussi une synergie de chaîne de valeur basée sur un double constat sur le territoire. Donc, celui du tonnage important de chutes de production. On parle ici de 4 tonnes mensuelles de chutes de cuir et de tissus issus de 3 entreprises. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat également qu'on a fait, et c'était pour ça que je vous précisais qu'on est en bassin de plein emploi, c'est la difficulté pour nos entreprises à recruter au métier technique de la couture. Donc, basé sur ce double constat, flux humain, flux matière, nous avons décidé de nous saisir de cette synergie et de créer sur le territoire des emplois non délocalisables, mais également de valoriser, au travers de la création d'une activité économique, de valoriser les chutes de production des uns. Alors, pourquoi des emplois non délocalisables? C'est pour le côté attractif du territoire, pour compenser les départs à la retraite et répondre aux besoins des entreprises. Donc, on a relancé une filière de formation au métier de la couture. C'est pour ça qu'on s'est encadré d'un acteur de l'économie sociale et solidaire. Nous avons des salariés en insertion, donc qui sont éloignés de l'emploi, qui sont formés pendant 24 mois au métier de la couture via ce process de l'économie sociale et solidaire. Et au bout de ces 24 mois de formation, de montée en compétence au métier de la couture, ces couturières sont réemployables ou réemployées par les entreprises qui nous mettent à disposition leur chute de matière. Donc, qui aurait été un déchet pour eux. Nous, on le capte avant l'état de déchet. Et les couturières en formation, les couturières en insertion se forment, montent en compétences sur ces chutes de production. Donc là, on est vraiment dans du circulaire. On récupère les futurs déchets des uns, on les travaille pour créer une activité économique et valoriser ces chutes de production sous format de goodies ou de confection. Mais également, les salariés en insertion sont formés et sont réemployés par les gens qui nous donnent le gisement. On a décidé d'aller un peu plus loin et pour pouvoir, disons, travailler l'entièreté de la chute de production et tout détourner 100% de l'enfouissement et de l'incinération. On a mis un processus de recherche et développement, donc vraiment de l'ingénierie pure, pour valoriser la chute de chute. Donc, une fois que les couturières ont valorisé les chutes de production des industriels, ça recrée de la chute. Et nous sommes entourés de sous-traitants, de prestations externes pour créer des nouvelles matières. Avec la chute de cuir, nous allons créer du synderme, c'est-à-dire qu'on envoie du squelette, de la chute inutilisable, on ne peut même plus faire un porte-clés dedans. On envoie ça et ça nous revient sous forme de synderme. Donc, c'est des plaques d'1,44 m de large et 1 mètre de long. Ça peut être des rouleaux 1,44 m en laise et des bobines de 50 mètres, ce qui peut permettre aux couturières de venir travailler des choses beaucoup plus grandes.
Et pareil pour le tissu, donc le tissu qui vient majoritairement de chez Stilkes. Lui, on travaille en partenariat avec l'Université de Lorraine et une association d'un territoire voisin sur Nancy pour créer des panneaux 100% tissus, en mélangeant deux tissus avec des températures de fusion différentes. Et c'est un tissu de chez Stilkes, le Dacron, qui vient faire le liant dans le polyéthylène, qui est également issu de chez Stilkes. Donc, ces plaques peuvent être utilisées l'exutoire serait le mobilier ou l'ameublement. Ça peut remplacer du placo, ça peut remplacer du contreplaqué. Et on est en train de mener les tests avec la FNOR pour faire certifier ces plaques. Donc, je vous ai cité un nombre incalculable de partenaires dans cette synergie. C'est pour ça qu'on l'a dit complexe. Et on a décidé de regrouper tout ce monde au sein d'une association de préfiguration qui a été créée, Saint-Revie, qui est un consortium. Donc, c'est une association avec les membres fondateurs. On a une particularité en Alsace-Moselle, là où on se trouve, c'est pour créer une association, nous ne devons pas être en loi de 1901, mais droit local 1908, donc les modalités sont un peu plus complexes. Et tous ces acteurs se sont engagés dans ce consortium pour qu'il n'y ait justement pas de fuite et que cette chaîne de valeur, que tout le monde soit indispensable les uns aux autres. Que ce soit l'acteur académique, donc le collège, qui est équipé d'un Fab Lab et qui va venir personnaliser les confections, l'acteur de l'ESS qui porte l'atelier couture, les designers qu'on héberge sous forme de résidence d'artistes pour créer les nouvelles conceptions du catalogue. Alors, on est tous au sein d'un tissu associatif qui porte cette synergie. C'est pour donner un petit peu le contexte actuel et comment cette synergie monte. Maintenant, je vous ai dit que cette synergie trouve ses origines en fin 2021. Donc, c'est vraiment quelque chose où la Comcom se pose en pionnier, on va dire, de la création de filières intégrées. Et ça trouve ses origines dans les missions d'EIT à proprement parler. Caroline vous parlait du cycle de vie en 5 étapes avant cette petite roue du cycle de vie. Vous allez les retrouver ici. Donc, vraiment dans la mission, dans le métier de l'animateur EIT, nous, on procède énormément par audit en entreprise, justement pour identifier les flux matières, mais également les flux énergie. C'est pour ça que j'ai précisé que je travaillais sur les boucles d'autoconsommation collective. Donc, plutôt que des ateliers de détection de synergie, moi, je vais d'entreprise en entreprise pour faire des audits, flux matières, flux énergie, flux humain. Et fin 2021, on a identifié ces 4 tonnes de flux matière sur le territoire et aussi l'autre constat de problème de recrutement. Et on a décidé de s'emparer de ce projet. Donc là, c'était la phase numéro 1 que Caroline a présentée, c'est la détection. Là, on rentre dans la phase numéro 2, la phase de faisabilité. On a réuni un petit peu tout le monde autour de la table. On s'est dit qu'on partait sur cette synergie et on a sollicité la Caisse des dépôts pour avoir une aide financière, pour nous faire accompagner par un bureau d'études. Donc, on a procédé à un appel d'offres. On est une collectivité, donc on est passé par une démarche simplifiée d'appel d'offres pour pouvoir étudier le spectre pendant 1 an de tout ce qu'on devait voir avant de se lancer tête baissée dedans. Caroline, si vous voulez bien. Et donc, avec ce bureau d'études, nous avons défini des grands groupes de travail à devoir organiser. C'était la partie formation. Comment est-ce que un acteur de l'économie sociale et solidaire, qui est un maillon très important des synergies, surtout quand on cherche à lancer une activité économique, les porteurs de projets sur un territoire rural comme le nôtre ne sont pas légion, et s'appuyer sur un acteur de l'ESS est quelque chose qui permet de minimiser les risques et d'avoir un accompagnement hyper pertinent. Mais pour cela, il fallait encore pouvoir, dans ces groupes de travail, déterminer quel serait le type de formation qu'on devrait dispenser aux couturières en insertion. Qu'est-ce qu'on fait de ces gisements? Si on capte 2 tonnes de cuir et 2 tonnes de textile, 2 tonnes de tissu par mois, il faut savoir les transformer. Donc ça, c'était nos GT production. On s'est fait accompagner par l'Atelier des Arts de Paris pour avoir les premières ébauches vers quoi les planches de tendance tournaient, vers quoi on pouvait transformer ces
ces produits, et tout un aspect, 3 groupes de travail sur la commercialisation. Une fois que ça a été fabriqué, transformé, comment est-ce qu'on valorise plutôt que de remettre au rebut ces tissus, ces cuirs qui ont été cousus par les couturières, vers où on les flèche. Donc ça, c'était un travail sur toute une année, semestre 1, semestre 2. Et là, on arrive à la case 3 du cycle de vie, c'est la mise en place, le déplacement. Qui fait quoi? On intègre les acteurs, on lance la synergie, on contractualise le plan de formation, on sait où sera qui sera en charge de la logistique pour chercher les chutes de production, qui fléchera la commercialisation. Donc là, on est vraiment sur la mise en place. Et maintenant, on va passer à tout le bloc 4 qui est le fonctionnement. Donc tout a été décidé et maintenant, il faut faire rouler tout ça avec toutes les contraintes nécessaires, donc en parc machine, en recrutement d'un encadrant technique d'insertion, le plan de formation. Et là, on s'est beaucoup appuyé sur le savoir-faire des industriels qui, au bout de 24 mois, vont récupérer les couturières. Donc, plutôt que d'acheter un parc machine, les industriels qui font partie de cette synergie ont mis à disposition leur parc machine pour que les couturières puissent être formées sur les bécanes, sur le parc machine sur lequel elles travailleraient 24 mois plus tard. Ça évite une nouvelle formation une fois qu'elles ont réintégré les entreprises. Derrière tout ça, on avait sur le petit bloc suivant, conception, personnalisation. Donc là, on parle, si vous voulez bien. Voilà, merci. C'est des compétences qui vont être en dehors de mon domaine, en dehors du domaine de tout le monde. Et c'est là où on a commencé à intégrer de nouveaux acteurs au sein de cette synergie. Des résidences d'artistes, le collège de Hartsviller qui a un Fab Lab et qui personnalise toutes les conceptions. Cette résultante vient de l'étude de marché qui a été faite que vendre des trousses, vendre des porte-clés, s'ils ne sont pas personnalisés, dans notre modèle économique, ça ne serait pas pérenne. Donc nous avons intégré des nouveaux acteurs et donné une nouvelle dimension à notre synergie. Et pour ce que j'expliquais, pour valoriser à 100% ces chutes de production et ne pas créer du déchet, donc tout détourner de l'enfouissement et de l'incinération, nous sommes entourés de partenaires externes pour valoriser tout ça et créer les nouvelles matières en tissu et le synderme dont je vous parlais avant. Tout ça, c'est le fonctionnement. Et là, on passe sur la petite étape 5. Le changement d'échelle et la gouvernance, le retrait de l'animateur OIT que je suis, qui, pour pas faire un mélange des genres entre la collectivité, le travail que je peux fournir pour la collectivité et l'aspect économique au sein de sa revue. Il y a eu la création de cette association avec toutes les parties prenantes qui maintenant est gérée par un président, un trésorier, secrétaire et des membres actifs au sein de ce tissu associatif. Donc tout ce process, si on veut bien passer sur la slide suivante, parce que je vois que je prends énormément de temps. Il te reste voire 2 minutes. Oui, vous pouvez dérouler tous les blocs. Rencontre énormément de difficultés liées justement à cette synergie complexe. Un acteur industriel va penser en termes de cadence productivité, rentabilité alors que nous, on est sur un modèle associatif et de l'économie sociale et solidaire. Une réponse à donner, c'est ne pas hésiter de faire des immersions dans des mondes croisés. On emmène les acteurs industriels au sein de l'ESS au sein des collèges. Je vous ai dit qu'on était dans un bassin d'emploi, de plein emploi, difficulté de recrutement. Donc, au lieu de chercher la perle rare, on forme les gens qu'on trouve. Le parc machine, plutôt que dépenser et d'avoir un impact économique sur un prévisionnel, on regarde au sein de la synergie qui peut nous accompagner à taux réduit. On fait rentrer de nouveaux acteurs, les résidences d'artistes, des Fab Labs. On élargit un petit peu la synergie initiale, on est flexible, on est mobile pour couvrir le spectre des compétences et ne pas rentrer dans ce que Benoît disait, être hyper spécialiste de tout. On est un collectif fort, chacun a sa spécialité, chaque chose a sa place, chaque place a sa chose, ça marche pareil avec les humains. Et on apprend des erreurs et on décide de valoriser quelque chose d'autre, on met une nouvelle brique jusqu'à avoir cette synergie qui est maintenant sous modèle associatif, une association de préfiguration qui devrait muter en SKIC ou en SCOP prochainement, mais qui aura pris 4 ans.
Voilà un petit peu, cette notion habile et de rebondir sur une erreur, de s'entourer d'une nouvelle personne si on n'a pas la compétence plutôt que de baisser les bras, toujours s'élargir. Voilà un petit peu pour les difficultés. Et l'aspect communication, donc voilà, ça c'est juste un peu la promotion de Sarrevis, qui a été lauréat des trophées RSE pour vous montrer que c'est des choses qui sont reconnues au niveau du Grand Est, de la région. Lauréat des trophées RSE Grand Est, lauréat des trophées Césaire, donc de la solidarité rurale, avec deux mécènes qui rejoignent Sarrevis, La Poste et EDF, qui nous accompagnent financièrement et en investissement, en rachetant les confections pour soutenir l'insertion et l'environnement. Pardonnez-moi si j'ai pris énormément de temps. Je vous remercie de votre attention et je suis dispo à vous pour les questions. Et merci beaucoup, Andy. On ne peut pas t'en vouloir de partager autant d'informations avec tout le monde. Vraiment, vraiment merci. C'est Merci à vous. très intéressant et tu as d'ailleurs des félicitations et des bravos qui arrivent de partout. Il y a une question de la part de Laure. Qui demande comment vous arrivez à garantir l'employabilité des couturières. En gros, est-ce qu'il y a des ponts qui s'opèrent avec, on va dire, le monde de l'économie classique, quitte à s'engager à les embaucher par la suite? Est-ce qu'il y a une forme de contractualisation ou d'engagement moral? Engagement moral, oui. Contractualisation, non. Au cours des 24 mois et dans les SIAE, les structures d'insertion par l'activité économique, il y a des temps d'immersion à faire en milieu industriel. Celles-ci sont garanties dans les industries qui nous donnent leurs gisements. À minima, les temps d'immersion, donc ça va être de 1 à 3 semaines du coup dans des ateliers de couture industrielle, donc ce qui veut dire poster en 2-8, en 3-8, ça veut dire avec des contraintes cadence. Il n'y a pas de contractualisation sur l'obligation de réembauche. Ça dépend un petit peu du contexte économique national et départemental. On a notamment en ce moment une diminution des commandes chez un des 3 acteurs, donc il y a moins d'embauches possibles. Mais à savoir que là, ça fait 2 ans maintenant que l'atelier couture a été créé, donc on arrive au bout du premier cycle et les 4 premières couturières en insertion sont sorties. 2 ont été remployées par les industriels qui mettent à disposition leur gisement. Une a décidé, parce qu'elle n'était pas en mesure de travailler en posté et d'assurer des contraintes de cadence, a décidé d'ouvrir sa micro en couture retouche. Donc, on redynamise également le centre-ville, enfin nos centres-bourgs, avec la création d'une activité économique. Et la troisième est repartie au RSA dû à trop de douleurs physiques. En industrie, la couture, ça sollicite énormément les épaules, les poignets. La personne n'arrivait pas à assurer sur une déficience physique plus que de capacité. Donc, on est quand même à 3 sur 4 personnes qui ont fait le processus des 24 mois de SIAE qui sont retournées en emploi dit traditionnel. D'accord, SIAE pour structure d'insertion par l'activité économique. D'ailleurs, Exactement. quelle est cette structure qui porte les emplois en insertion? Entrée d'emploi. D'accord. Donc, On est qui d'accord est que Sarvi n'est pas la structure d'insertion qui porte les emplois. Non, Sarrevis, Hein? c'est On est juste bien d'accord. le lien. Sarrevis, c'est Vous l'association, passez, le consortium. Et Entrée d'emploi, on est un membre fondateur, tout comme la Comcom de Sarrebourg, le collège d'Artsvillers, Moselaine, qui valorise la laine de mouton, qui est une skite qui regroupant 200 agriculteurs, le designer, la designeuse en l'occurrence Harmonie Begon, des particuliers. Voilà, c'est une association, un consortium dans lequel la SIAE est membre fondateur et secrétaire, parfait, donc au merci. bureau. Je pense que nous avons répondu à la question de Fabien. Est-ce qu'il y a éventuellement une dernière question? Hmm. Eh bien, écoutez, si c'est suffisamment clair pour tout le monde, on va avancer. Merci encore, Andy. Tu restes avec nous, bien sûr, Bien entendu. et tu peux prendre la parole s'il y a d'autres questions plus tard. On va poursuivre notre
parcours méthodologique et puis on va aborder la question du montage d'une synergie complexe qui va faire une transition vers le deuxième témoignage avec Benoît Courtegère. On te laisse la parole, Clémence. Ouais, merci Andy en tout cas pour ta présentation. Il y a pas de recette miracle, hein, très clairement, à appliquer pour les synergies structurantes. Dans tous les cas, il n'y a pas de recette générique en écologie industrielle et territoriale. Dans tous les cas, je pense que vous l'avez, ça, vous êtes bien au courant. Et ben, c'est ça qu'on aime, hein, c'est challengeant. Mais on va quand même essayer de vous proposer quelques grandes étapes, on va dire, que l'on retrouve dans la plupart des montages de synergies complexes, qui sera bien sûr à adapter à toutes les synergies. Mais avant de parler de méthode, il faut avoir en tête peut-être les grands sujets structurants à considérer pour monter une synergie complexe, parce que monter une synergie complexe, c'est anticiper aussi des risques pour éviter des blocages plus tard. L'enjeu, c'est pas de tout régler hein, dès le départ, mais c'est d'identifier des points de vigilance le plus en amont possible pour éviter de se faire rattraper par la patrouille après. Le premier sujet, ça va être la faisabilité technique et économique, évidemment, des synergies. Donc, est-ce que les questions qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il y a des solutions qui existent sur le territoire ou en dehors? Est-ce qu'elles sont matures? Est-ce qu'elles sont adaptées au projet? Quelles sont leurs contraintes? Et économiquement aussi, on va rapidement, enfin, il faut rapidement vérifier en tout cas que le modèle tient la route. Est-ce qu'il y a des coûts d'investissement? Est-ce qu'il y a des coûts de fonctionnement? Quels sont les gains aussi attendus? Mais aussi les risques financiers pour chaque acteur, parce qu'une synergie qui peut être très pertinente sur le papier, mais si elle n'est pas économiquement soutenable pour un acteur, ça elle ne tiendra pas dans le temps, ça, vous le savez. On va se poser la question aussi du financement de l'investissement, hein, évidemment, c'est des choses qui sont très vite amenées sur la table. Donc, qui investit, à quel moment, avec quel levier? Est-ce que c'est avec des fonds propres? Est-ce que c'est avec des subventions, des prêts, du mécénat, un financement hybride, etc. Donc, toutes ces questions, on va se les poser un petit peu en amont aussi. Il y a aussi des conditions économiques d'échange entre les partenaires à prendre en compte. Est-ce qu'on est sur de l'achat, de la vente, de la location? Est-ce qu'on est sur de la mise à disposition aussi? Et si oui, bah, à quel prix? Quelles sont les modalités aussi d'évolution au fil du temps, etc. Et un autre point du coup absolument central, ça concerne la fiabilité pardon, des flux échangés. Ça c'est vraiment extrêmement central au démarrage parce que c'est une synergie repose sur des flux réguliers, sur des qualités, des quantités suffisantes, sur des quantités adéquates aussi. Si les flux sont trop variables ou mal qualifiés dès le départ ou mal sécurisés, bah, c'est toute la synergie après qui peut être instable ou mise en péril. Donc, c'est essentiel dès l'amont d'objectiver ces flux le plus précisément possible dès le départ, quoi. Vient ensuite la question de la structure juridique porteuse et de la gouvernance. On va beaucoup parler de gouvernance aussi, sur qui porte la synergie. Est-ce que c'est une entreprise? Est-ce que c'est une association aussi, comme c'est le cas par exemple pour Andy? Est-ce que c'est une collectivité, un consortium? Est-ce qu'on doit créer une structure ad hoc aussi? Et surtout, dans cette gouvernance-là, qui décide? Comment? Quelles sont les règles? Et ça, plus une synergie est complexe, plus il est nécessaire d'avoir une gouvernance claire pour éviter les incompréhensions, les blocages, comme dans tout projet de coopération, globalement, je vous apprends rien là-dessus. Selon la nature de la synergie aussi, il peut se poser la question aussi d'anticiper des autorisations, qu'elles soient administratives, qu'elles soient sanitaires. C'est souvent des sujets qui sont un peu sous-estimés, je trouve, dans les démarches de EIT, alors que ça peut avoir un fort impact, notamment en termes de délai. Et de faisabilité aussi, mais certaines autorisations prennent des temps d'instruction assez longs, on va dire, parfois un peu incompréhensibles, qui peuvent devenir finalement un peu incompatibles avec un calendrier qui serait trop ambitieux. Donc ça, il faut les anticiper aussi dès le démarrage. Il y a des phases aussi de concertation, qu'elles soient réglementaires ou volontaires, qui peuvent être nécessaires. Concertation avec des acteurs locaux, avec des partenaires institutionnels, avec des riverains. Et même quand elle n'est pas obligatoire, finalement, ça peut être un levier puissant pour sécuriser l'acceptabilité surtout du projet tout au long du projet et surtout avec toutes les parties prenantes.
Et tous ces éléments peuvent être formalisés dans des contractualisations entre les partenaires, qui soient des contrats commerciaux, des conventions de partenariat, des clauses de confidentialité aussi, des clauses d'engagement, des clauses de sortie. Voilà, la contractualisation, clairement, ça permet de sécuriser les relations, de clarifier aussi les responsabilités de chacun, donc essentiel aussi. Et enfin, il y a tous les aspects temporels, tous les jalons incompressibles. Donc dans ce type de projet qui est complexe, structurant, et dans tous les projets de coopération, dans tous les cas, certaines étapes sont incompressibles. Il y a des besoins d'études, il y a besoin d'autorisation, on vient de le voir, de financement, il y a des décisions aussi internes qui peuvent être plus longues à prendre, etc. Donc finalement, accepter le temps long, tout en jalonnant le projet de manière efficace, bien sûr, c'est un facteur clé de réussite. Et l'idée à retenir un peu sur cette slide-là, c'est que ces sujets structurants, faut pas les voir comme des freins, mais c'est vraiment des outils de sécurisation. Et on va les retrouver dans toutes les étapes après du montage d'une synergie. On peut les distinguer au nombre de 6. Même si en fonction des projets, on l'a vu aussi par rapport à Andy, certaines étapes se chevauchent en fait dans la réalité, certaines ne sont pas forcément nécessaires d'un projet à l'autre, ou parfois on a besoin de plusieurs de ces étapes-là. C'est des projets vivants, donc avec des besoins, des attentes qui sont super différentes et qui évoluent aussi en fonction de la vie du projet. La première étape, ça va être de mobiliser évidemment les entreprises, de monter ce fameux groupe de travail. Donc ça va être notamment d'organiser une réunion au départ un peu exploratoire avec les volontaires, avec un gros travail de caractérisation des flux, identifier les freins, mais aussi les leviers, s'accorder aussi sur un plan d'action, lister les parties prenantes à impliquer, à mobiliser, y compris les experts, les apporteurs de solutions dont on aurait besoin pour faire avancer le projet. Déterminer aussi le niveau de confidentialité aussi. C'est un moment assez clé pour créer de la confiance, partager les enjeux, définir un cadre commun à ce moment-là. Ensuite, deuxième étape, clé aussi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la collecte de données, donc qu'elle soit économique, technique, environnementale, réglementaire. C'est des données qui servent à objectiver le projet, à établir une situation un peu de référence avant la synergie pour faciliter après ensuite l'évaluation. On peut pour ça utiliser soit des formulaires en ligne, soit des entretiens individuels, téléphoniques et autres, ou aller sur le terrain, faire des visites de site pour renforcer aussi la relation de confiance. Et ces grilles un peu de collecte de données, c'est important de les co-construire en général avec tous les membres du groupe de travail. Et on peut aussi à ce stade établir un contrat de confidentialité s'il y a des données un petit peu sensibles, etc. Troisième étape, donc on va élaborer des scénarios. Donc à partir de ces données collectées, on imagine plusieurs, on va dire, pistes concrètes pour mettre en œuvre des synergies avec des responsables qui sont identifiés avec un calendrier, avec des moyens, des contraintes, etc. Par exemple, pour mettre en place une filière de valorisation des déchets verts ou des OLD, par exemple, à prendre, je pense à vraiment au hasard, on va proposer plusieurs scénarios. En fonction des apporteurs de solutions qui sont présents sur le territoire, en fonction de l'écosystème, du jeu d'acteurs, de la pertinence et autres. Donc on peut avoir par exemple un scénario à creuser sur la mise en place d'un broyage, puis une utilisation au paillage, un scénario sur la structuration d'une plateforme de compostage local parce qu'il n'y en a pas ou qu'elles sont pleines. Ça peut être l'intégration de tout ou partie dans un méthaniseur local, par exemple, ou de la valorisation en bois énergie. Donc on va avoir plusieurs pistes comme ça. Et à cette étape, on a plusieurs solutions. C'est soit on arrive à prioriser un scénario parce que clairement c'est le plus pertinent et que les planètes sont alignées là-dessus, et on étudie la faisabilité d'un seul scénario en étape 4. Soit il est nécessaire d'évaluer plusieurs scénarios en étape 4 pour décider ensuite collectivement de quel scénario est le plus pertinent, le plus robuste aussi à mettre en œuvre. Donc, on étudie évidemment la faisabilité. Donc, soit c'est réalisé par les entreprises elles-mêmes si elles sont staffées pour, soit par un prestataire externe, ça a été le cas notamment d'Andy, soit par l'animateur EET lui-même s'il a aussi des compétences. Ça dépend de la complexité, des indicateurs déterminés collectivement, etc., du temps de chacun. Et ces indicateurs, ils peuvent être soit techniques, ça peut être des besoins en R&D, des besoins d'outils spécifiques. Ça peut être des indicateurs économiques, commerciaux, donc quel est le niveau d'investissement, de rentabilité, quels sont les marchés, la concurrence, etc., etc.
Ça peut être des indicateurs géographiques, donc quelles sont les distances, quels sont les risques liés au transport, quels sont les besoins fonciers aussi. Ça peut être des indicateurs sociaux, donc est-ce qu'on crée de l'emploi sur le territoire ou pas. Quels sont les risques sanitaires éventuels et le niveau d'acceptation des parties prenantes. Ça peut être des indicateurs réglementaires, juridiques, ou encore des indicateurs évidemment environnementaux, le meilleur pour la fin, donc en termes d'émissions de CO2 évitées ou d'autres bénéfices environnementaux. Cinquième étape, on va venir consolider, présenter ces résultats-là. Donc on va partager en fait les conclusions, identifier les freins éventuels et valider ou pas la mise en œuvre de la synergie. Parfois, une synergie est clairement arrêtée à ce stade-là et c'est pas un échec. D'ailleurs, je pense que tous les animateurs EIT sont confrontés ou vont être confrontés à la frustration de ne pas aller au bout d'une synergie parce que soit les planètes sont plus alignées, soit il y a un acteur qui n'est plus intéressé qui part, soit il y a un apporteur de solution qui fait faillite, soit il y a des facteurs géopolitiques aussi qui font s'effondrer ou s'envoler le prix d'une matière et du coup, ça remet en cause toute la synergie. Bref, on peut passer 1 an, 2 ans, 3 ans à monter une synergie et ne jamais la voir se concrétiser. C'est très frustrant et je parle en connaissance de cause aussi, mais c'est la vie des démarches de ET, on expérimente et des fois ça fonctionne, des fois non. Et puis, quand on arrive à l'étape 6, quel soulagement! C'est le passage à l'action, donc c'est le moment de la contractualisation souvent entre les entreprises et d'éventuels aussi prestataires. Du pilotage ou pas, peut-être parfois la démarche de l'UT se dit c'est le moment de passer le flambeau justement aux entreprises ou au consortium qui s'est monté et l'animateur se met en retrait à ce moment-là. Mais c'est surtout le moment aussi de la communication, de la valorisation de cette synergie auprès des parties prenantes et à l'externe et du suivi des indicateurs, de l'évaluation dans le temps, etc. On a pas mal parlé aussi pendant son intervention et je suis sûre que Benoît va en parler également. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le rôle de l'animateur UT pendant toutes ces étapes-là, il est central. Vous êtes un maillon de la chaîne clairement essentiel en termes de coordination, de facilitation, de médiation, de sécurisation et de capitalisation. En gros, votre rôle est clairement central. Voilà. Benoît, je te laisse la parole enfin, aux deux Benoît d'ailleurs. Oui, c'est vrai que quand on dit Benoît, on C'est peut ça. s'y perdre. Merci beaucoup Clémence. Et donc à la lumière de ces éléments méthodaux un peu théoriques, on va repasser à la pratique avec un nouveau témoignage grâce à Benoît Courtegère, qui est chargé de projet chez Yaka, qui va se présenter sa structure et puis cette jolie synergie complexe aussi autour des matériaux de construction qui avait été un sujet évoqué pendant l'introduction et donc qui est aussi comme le tissu, moins le cuir, mais et les matériaux de construction, des ressources récurrentes dans les territoires. Donc c'est pour ça aussi que c'est très intéressant de les entendre aujourd'hui nous partager leur expérience. Bonjour Benoît. Et bonjour Benoît et bonjour à tous. Enchanté, ravi de découvrir votre réseau. C'est sympa de m'avoir invité. Ouais, je me reconnais dans beaucoup de choses qui ont été dites, en tout cas dans les étapes qui ont été traversées. Je vais essayer d'en partager quelques-unes avec vous aujourd'hui. Globalement, ça va faire écho à beaucoup de choses qui sont dites à la fois dans le témoignage d'avant et puis dans les parties méthodo. Donc tant mieux. Et puis, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Benoît Courtegère. Moi, je travaille pour Yaka, Yaka Coopérer, Entreprendre, Innover, un nom trouvé en coopération publique-privée, en fait, pour nommer l'association, qui est un aboutissement, en fait, d'une démarche d'EIT, donc qui a toujours cette expertise et cette spécialité EIT dans ses actions. Mais en plus, il y a la partie économie locale et notamment dans un contexte frontalier, parce que on est à 1 heure au nord de Genève et à 1 heure de Besançon à peu près, donc pile en bordure frontalière, avec du coup une zone un peu particulière, très rurale aussi, avec l'industrie de la microtechnique, l'horlogerie, le comté, enfin, voilà. Beaucoup de choses, beaucoup d'activités, mais aussi, voilà, si on est à 10 minutes de gagner 3 fois un salaire français. Donc, ça crée des tensions sur le logement, sur le niveau de vie, etc. Donc, l'association a pour raison d'être de renforcer l'économie côté France pour outiller un maximum les entreprises et les collectivités pour faire face ensemble un peu aux problématiques de territoire. Mais donc ça, c'est l'aboutissement de 3 ans de IT, donc on s'en réjouit. C'est aussi une structure qui est pilotée à la fois par des entreprises du territoire, avec plusieurs secteurs d'activité,
et des collectivités. Donc, on a vraiment au même plan et autour de la même table des acteurs économiques et des acteurs politiques, on pourrait dire, et ça donne une super fusion. Mais avant d'en arriver à ça, une des mises en pratique en fait des coopérations et ce qui a révélé vraiment le potentiel de faire ensemble sur le territoire, c'est lié à l'histoire de la synergie que je vais vous partager aujourd'hui, qui est la bourse aux matériaux. Et sans bourse aux matériaux, aujourd'hui, on peut le dire, on n'aurait pas de pôle de coopération économique, comme quoi une synergie complexe peut amener aussi à structurer les coopérations sur un territoire. Et c'était une bonne surprise sur la route que nous, on a trouvée. On a une équipe technique de 6 salariés quand même, donc derrière, ça indique qu'il faut aussi des moyens pour soutenir les projets de coopération, pour être présent au quotidien auprès des acteurs qui s'impliquent sur le territoire. Je vous la fais rapide, mais en gros, on est parti de la bourse aux matériaux, qui a dû montrer le potentiel, et c'est ce qu'on va développer aujourd'hui. Mais il y a aujourd'hui 6 projets menés au sein du pôle, qui sont sur des thématiques assez variées, mais on trouve quand même beaucoup d'économie circulaire, beaucoup de travail de la ressource locale. Mais je ne vais pas m'éterniser là-dessus, c'est pas l'objet aujourd'hui, puisqu'on va se pencher en détail sur qu'est-ce que la bourse aux matériaux, qui est aussi connue sur d'autres territoires pour la brocante aux matériaux, mais en fait, ça reste le même code source en soi, qui est d'ouvrir les portes, les réserves des entreprises qui ont des surplus, en fait, qui ont des gisements de matériaux qui n'arrivent plus à valoriser dans leur contexte d'activité. C'est pas faisable, donc du coup, ça finit à la benne parfois par dépit, par manque de place. Mais du coup, il y a tout un format d'événement qui s'est créé autour de ça, 2 jours par an seulement, où finalement on indique aux acteurs du territoire qui peuvent aller s'approvisionner pour leur projet en direct des entreprises participantes du circuit. Donc il n'y a pas une salle des fêtes ou un chapiteau où on va centraliser des matériaux. On est bien sur chaque entreprise accueille l'acheteur ou le visiteur dans son coin de réserve, voilà, s'il veut mettre un vite-abri, enfin, il matérialise une zone en fait en soi dans ses locaux. Ça peut être dans son showroom, etc. Ça prend des formes très différentes. Mais on est bien sûr, les personnes se rendent sur place pour trouver acquérir un nouveau matériau et en faire un nouvel usage. Donc, en définitive, ça sort les matériaux qui étaient bloqués dans les réserves. Voilà globalement un peu l'offre et demande qui se constitue pendant 2 jours par an. C'est un événement qui est aujourd'hui assez attendu en soi. Donc les personnes attendent cet événement pour faire leur projet-là et pour s'approvisionner à des prix un peu maîtrisés. Maintenant, le mieux, c'est de le voir en image. Donc voilà la forme que ça peut prendre. On est vraiment sur chaque point est organisé par l'entreprise en tant que telle. Donc on a vraiment une grande diversité. C'est lié aussi à son métier, à ses matériaux, à ce qu'elle vend dans ses activités. Là, vous voyez aussi la mention de plusieurs territoires, puisque en fait, c'est un événement qui est développé aujourd'hui sur 15 territoires en France et en Belgique, et qui permet voilà, d'organiser cet événement annuel 2 jours par an. Voilà globalement le résultat de ce qu'on peut attendre autour de cette synergie-là. Maintenant, si on se penche un peu sur les étapes et le parcours pour le monter, c'est une synergie que nous, on a décelée, enfin, on a co-construit avec les entreprises depuis 2021. Mais ça part en fait du tout début d'une démarche EIT qui était en fait, il y avait énormément de surplus dans les métiers du bâtiment qui n'avaient plus d'intérêt dans le contexte de leur métier, tout simplement parce que ça ne correspondait plus au cahier des charges, il y a eu une petite erreur au niveau de la fabrication ou un petit éclat partiel, en gros, ça ne correspond pas aux demandes de leurs clients, des surplus, des retours de chantier. Voilà, et c'est souvent des matériaux qui sont volumineux, donc qui prennent qui prennent souvent beaucoup de place en réserve et qui sont difficilement transportables. Donc, c'était toujours un petit peu éliminé au fur et à mesure parce qu'on ne peut pas se laisser submerger par ces matériaux-là quand on est un entrepreneur du bâtiment. Et puis, on avait aussi, par chance, 3-4 entreprises assez motrices et qui nous ont challengé en fait au début de la démarche en disant il y a quelque chose à faire, est-ce qu'on ne ferait pas un événement de déstockage? Et puis, tout de suite, la contrainte du déplacement logistique sur un seul lieu a montré que ce n'était pas possible. Là, on était vraiment au stade de l'étude de faisabilité, si je reprends ce qui a été dit avant, où en fait, on ne pouvait absolument pas transporter ces matériaux qui n'avaient plus de valeur économique. Donc, on s'est dit, si ce n'est pas les matériaux qui vont aux personnes, c'est les personnes qui iront aux matériaux et dans les différentes réserves.
Et puis, on a eu des entreprises qui étaient partantes pour tester, expérimenter une première édition. On était en sortie de Covid à ce moment-là. Donc ça tombait bien, ça a ramené un peu de dynamisme et finalement, ça s'est constitué comme ça. Et puis après, la méthode s'est affinée, mais c'est vraiment la méthode de la première édition où, partant d'un noyau moteur d'entreprise, on a essayé d'élargir le cercle en intégrant d'autres entreprises par rapport à celles qu'ils connaissaient, puis aussi par rapport à une campagne de mobilisation. Après, il y a eu toute une phase de co-construction, comme on le voit, où en fait, il fallait affiner parce que entre l'idée qu'on se fait de l'événement et les besoins des entreprises en termes opérationnels, en termes de communication, il y a plein de petits ajustements qui étaient nécessaires. Donc ça, c'est des étapes de co-construction. Et les accompagner aussi à harmoniser un peu finalement la promesse de l'événement avec leur diversité de métiers. Et puis aller chercher la partie demande qui était la communication événementielle en disant aux habitants, aux artistes, aux acteurs publics, vous pouvez vous approvisionner sur les stands de l'événement en direct des entreprises pendant 2 jours. On retrouve ensuite 2 jours de vente et puis un temps de clôture qui mène aussi à est-ce qu'on continue, est-ce qu'on ne continue pas? Si on continue, comment on fait? Je vois le temps qui file, donc je vais avancer. En soi, on a donc monté une édition en 2 mois et demi. C'était très court et pas suffisant, mais ça a montré qu'il y avait un intérêt, donc on l'a développé depuis maintenant 7 éditions. On en arrive à la 8e cette année. Et on est parti un peu de se débrouiller, de faire au début avec des méthodes aujourd'hui beaucoup plus professionnalisées où à chaque fois on gagne en temps et en impact. Donc ça s'est pas fait en un jour et à chaque édition on a essayé de remettre un bloc d'amélioration. C'est un peu l'opportunité vu que c'est un format annuel. Donc là, on a carrément maintenant une campagne de mobilisation très, très variée pour aller toucher un maximum d'entreprises. Globalement, toutes les entreprises du territoire sont aujourd'hui au courant, voire même il y a des entreprises qui l'ont fait, qui en parlent aux autres entreprises en disant ouais, ça marche bien, etc. Donc de pro à pro, ça marche très bien. Le côté régularité aussi, ça amène un peu de crédibilité et ça donne envie aux entreprises de participer, des entreprises qui étaient parfois réfractaires au départ sur le format. Pour ce que je veux dire sur la partie co-construction, donc l'idée c'est ça, c'est d'arriver quand même dans l'esprit des synergies complexes, on cherche quand même à mêler des besoins différents, des personnes différentes, des contextes différents. Et notamment, là, les entreprises, elles savent très bien vendre, elles savent très bien mettre en avant leurs matériaux, mais elles oublient parfois aussi un peu la partie visiteur. Quelles sont les attentes du visiteur? Et là, c'est la partie justement de l'équipe projet de ramener cette pierre-là, de dire, bah oui, il faut indiquer des étiquettes avec des tarifs, faut être très clair sur ce qui est vendu, etc. Donc, on va avoir ces temps de co-construction, on essaie d'harmoniser un peu les besoins des différentes parties prenantes impliquées lors de l'événement. Et puis là, en 2026, on arrive avec 41 entreprises qui ont participé au format. Et donc, chacun a amené un peu sa petite pierre à l'édifice, qui fait aujourd'hui qu'on a pu optimiser un peu chaque étape. Et ça, c'est très précieux. Ça peut se faire que par le temps. On a aussi des outils en ligne qui se sont affinés et la partie juridique, puisque évidemment, quand on vend des matériaux de réemploi, que ce soit en matériothèque fixe ou que ce soit le temps d'un événement 2 jours par an, on a les mêmes contraintes légales. Il y en a un paquet, donc notamment la garantie, la responsabilité du vendeur, le transport des matériaux, les matériaux interdits à la revente. On pourra l'aborder si vous voulez un peu plus en détail. Mais en soi, on l'a étoffé pareil d'édition en édition pour arriver à un socle solide et pour garantir aussi aux professionnels des bonnes conditions de réalisation. Pareil au niveau de la communication, puisque une fois qu'on a un circuit d'entreprises participantes, il faut aussi, tout l'enjeu de l'événement, c'est qu'il y ait des visiteurs et des acheteurs aux différents points. Et ça, en soi, c'est vraiment très difficile, puisque quand on fait un seul lieu, forcément, les gens vont faire tous les stands. Tandis que là, vous voyez, il y a à peu près 45 minutes de route entre les différents points. Donc les gens, les visiteurs se renseignent avant où ils vont aller. Et donc on a un site internet qui référence, qui amène tout le catalogue des matériaux vendus aux différentes adresses. Pareil, je peux vous faire un partage de ça si vous voulez tout à l'heure. Et puis, toute une communication qui va aller toucher différents publics sur le territoire, puisque la diversité des matériaux ne peut être employée que s'il y a une diversité de publics et une diversité de projets. Donc, on est bien sur une fenêtre de tir entre offre et demande, mais très précise, presque matériau par matériau, puisqu'on a peut-être 300, 400 types de matériaux vendus le jour J.
J'accélère. Il y a toute la partie jour J pour renforcer un petit peu. Là, on est vraiment dans l'aboutissement de la synergie. Renforcer du coup la visibilité des points avec les réseaux sociaux, un point presse, une inauguration. Et nous, en tant qu'équipe, on va être surtout présent un peu en observateur le jour J et puis pour collecter des données clés. Donc les tonnages qui sont mis en circulation, c'est quoi les échanges qui se disent entre visiteurs et puis entreprises. On essaie de percevoir un peu pour préparer la suite et puis pour toujours améliorer le format d'année en année. Et puis pour ça, on a aussi un temps de clôture collective où on fait le point. Voilà, on dit, bah, comme vous avez vu, il y a à peu près 12 entreprises qui participent à chaque édition. Donc, chacun vit sa réalité, chacun vit sa propre bourse au brocante aux matériaux. Donc, l'idée, c'est de mettre en commun et puis de savoir un petit peu comment ça s'est passé, donc un temps d'échange. Et puis aussi pour affiner les données clés. Donc, qu'est-ce qui a été vendu, combien de chiffres d'affaires, etc. Sorte de transparence. Hop, hop. Et je vais peut-être m'arrêter là. Je vais peut-être laisser le temps pour les questions. J'avais aussi des chiffres clés, mais je vais peut-être laisser plus le temps aux questions, vu qu'on est un peu court en temps. Oui, si tu veux partager les chiffres clés ou les laisser à l'écran, n'hésite Ouais, pas, Benoît. Il y a eu des questions auxquelles on a pu répondre, notamment l'aspect qui est vraiment très spécifique à et le plus intéressant d'ailleurs à cette synergie, c'est que les événements sont multisites, c'est-à-dire que chacune des entreprises volontaires accueille sur son site, dans les conditions que vous créez avec elles, euh, le public, qu'il soit oui. public ou privé. Euh, il y a une question sur le site d'échange, si tu as un mot à dire sur... alors, j'entends la plateforme numérique, Viviane, c'est bien ça, qui te permet, enfin, qui vous permet de mettre en ligne les éléments, Ouais. de Ce que je peux dire partager. sur la partie site internet, c'est qu'au début, on a commencé avec une seule page intégrée sur bah, le site de la communauté de communes qui avait lancé l'action avec nous. En soi, c'était bien, mais c'était pas suffisant parce que si en fait, la proposition qui est faite autour de cet événement, et si on veut vraiment du réemploi et sortir des éléments des réserves, ce qui est tout l'enjeu de l'événement, l'enjeu direct, il faut être très clair sur l'information et le passage d'informations. Donc en soi, bah, on a un site aujourd'hui qui est optimisé pour bah, montrer quelles entreprises accueillent. Et après, derrière, on peut aller sur une fiche entreprise et on voit ce qu'elle vend. Donc ça, c'est le site de l'édition 2025. Mhm. Mais on peut aller voir en détail ce qui est vendu. Maintenant, on peut mettre aussi des tarifs, des cotes, etc. Et on a une page matériaux, puisque, comme dit, en fait, on va appuyer le fait de dire aux gens, mais vous pouvez vous approvisionner facilement en réemploi pendant ces 2 jours-là, en Mhm. direct des réserves des entreprises. La seule contrainte, c'est de vous organiser, d'avoir un utilitaire, une remorque, et puis de choisir peut-être 2, 3 points à visiter euh, qui vous intéressent particulièrement. On a généralement entre 600 et 700 visiteurs recensés aux différents points lors d'un événement. Et sur la dernière édition, on est à 96 tonnes de matériaux qui ont bougé des réserves en un jour et demi. Donc ça fonctionne, ça trouve son public. Je dirais pas que ça touche tout le monde, parce que ça touche d'abord des bricoleurs, des gens qui sont débrouilles. Ça touche beaucoup les agriculteurs aussi, les artistes. Et en fait, et aussi des cabinets d'architectes qui font beaucoup de sourcing. En fait, en soi, c'est un événement qui va faire une amorce, dire bah là, le réemploi, il est facilité pendant 2 jours, puisque vous voyez les différentes adresses aux différentes horaires et un accueil un peu privilégié du coup pour ce type de matériaux et les visiteurs qu'on a intérêt pour. Je sais pas si je Oui. réponds à la question en Oui, tout cas. complètement. Puis c'est tout ce travail en amont qui permet d'être beaucoup plus ciblé et efficace le jour J. D'ailleurs, tout ce travail en amont, il y a une question sur le temps que ça prend. Est-ce que tu arrives à estimer le temps homme de coordination, de préparation, d'animation des réunions pour arriver à l'organisation de ce type d'événement? C'est toujours difficile parce que c'est un peu territoire par territoire. Et aussi, bah, en fait, on a trouvé énormément de moyens d'accélérer, d'optimiser à presque chaque étape. Maintenant, on gagne des semaines entières sur l'organisation. Et aussi, on intègre beaucoup plus les entreprises dans le fait de mettre en ligne leurs matériaux, etc.
Notamment, derrière le site, il y a un intranet pour les pros où ils peuvent eux-mêmes mettre leurs matériaux ou changer leurs horaires, etc. C'est des mails en moins, c'est des étapes en moins, etc. Bon, voilà, c'est pour donner un exemple. Et puis, plus on en fait, et moins ça prend de temps aussi, puisque les entreprises sont acculturées, elles ont déjà la méthode, etc. En soi, au début, ça nous mettait 7 mois d'organisation en termes de timing. On n'était bien sûr pas à plein temps sur l'action, mais pour être confortable, parce il y a beaucoup de parties prenantes. On parle d'une équipe projet déjà coordonnée. Nous, on travaille Mhm. avec les communautés de communes, avec le syndicat à compétences déchets et les entreprises. Donc, en soi, il y a beaucoup de cas par cas, c'est du sur-mesure à chaque fois, des demandes particulières. En soi, par exemple, vous voyez, Odoo Carrelage ne va pas accueillir pareil que Finest et il va avoir des demandes un peu particulières. Et là, c'est le rôle aussi de l'acteur tiers de pouvoir répondre présent. Donc, c'est difficile de calibrer et de dire un chiffre précis. Par contre, il y a des méthodes pour optimiser le temps. Pour gagner du temps. Ouais. D'ailleurs, donc tu disais ton intervention sur le site, elle est de moins en moins importante, si on comprend bien. C'est-à-dire qu'au début, tu intervenais pour remplir, enfin pour publier les annonces. Maintenant, les entreprises sont un peu plus autonomes. Est-ce que là aujourd'hui, si dans la prochaine édition, par exemple, est-ce que c'est les entreprises qui publient tout d'elles-mêmes ou est-ce que tu interviens encore dans la publication des fiches de vente? Ça dépend. Il y en a qui aiment bien être autonomes, il y en a qui aiment bien, qui ne le feraient pas sans nous en soi. Mhm. Donc, c'est encore pareil, on veut satisfaire à la fois les entreprises et à la fois les visiteurs pour que ça marche, puisque c'est bien le lien entre ces deux parties prenantes clés que l'équipe projet permet du coup. Donc en soi, si on veut qu'il y ait quand même des listes dans tous les points de vente, parfois il y a besoin de pousser un peu plus auprès de certaines entreprises et voire même d'aller prendre des photos pour eux. C'est rare, mais ça peut arriver. D'accord. Mais voilà, là on va tester pour la première fois le côté intranet où elles ont accès. Donc elles ont la possibilité technique et facilité avec un login mot de passe de mettre eux-mêmes leurs annonces. Donc on verra ce que ça donnera en 2026. Très bien. On y croit fort. Merci Benoît. Alors il y a une dernière question qui arrive. Alors peut-être que ça va être compliqué d'y répondre simplement, mais voilà, quel est le modèle et le bilan économique de cette opération? Tu as donné des chiffres clés tout à l'heure que tu peux Ouais, peut-être je suis en train de réafficher, s'il partage. te Ouais, plaît. ouais, ouais. Hop. Et la question du modèle économique alors à la fois de l'opération et de Yaka, je ne sais pas si tu as quelques éléments en une minute à Ouais. partager Bah, avec nous, je quitte vais à plutôt me concentrer. voilà, les ajouter dans le diaporama. Bah, globalement, avant, c'était du coup une offre du service public. Bah, du coup, grâce aux subventions de l'ADEME pour monter l'action et puis expérimenter autour du format. Maintenant, on est passé cette période-là, donc on a besoin d'un mix économique, de modèle économique qui puisse dépendre aussi des entreprises. Donc, on a un Mhm. modèle de cotisation à l'association qui permet du coup aussi d'amortir une partie des charges de l'action. J'avais mis aussi une slide. Pardon. Non, je l'ai pas. OK. Mais en gros, c'était à peu près 6 500 € l'édition pour le budget opérationnel de l'édition. Donc, si vous voulez monter une bourse, une brocante aux matériaux, c'est à peu près ce budget-là à prévoir. C'est assez minime en soi, puisque vous avez vu, sur la dernière, on était à peu près à 100 000 € de chiffre d'affaires. Mhm. Donc en soi, c'est assez facile, mais il n'y a pas de gain direct. Enfin, je dirais que les entreprises n'ont pas jugé que c'est une opération rentable, puisque c'est des matériaux qui vendent déjà voilà, Elles une vendent à prix valeur cassé. réduite, voilà, c'est à prix cassé, en déprécié. Et en soi, elles investissent du temps humain à la préparation. Donc ça. Par contre, il y a beaucoup de gains indirects. Pour les entreprises, je dirais, c'est sur le gain de place en réserve. Le côté aussi, les valeurs, parce qu'elles ont des valeurs, elles aiment pas acheter, elles détestent ça. Surtout des matériaux qui sont parfois nobles, mais par défaut, pas le choix. Donc là, au moins, il y a cette opportunité-là une fois par an, et du coup, ils stockent, mais dans une visée de le remettre en vente, justement avec cette échéance annuelle. Donc en soi, elles y gagnent en rentabilité indirecte et aussi en communication, puisque il y a une grosse opération de communication où on va mettre en avant 12-15 entreprises pendant un mois. Donc l'idée, c'est ça aussi, de soigner aussi la communication pour elles, et mettre en avant.
Et pour le territoire, je trouve ça aussi rentable, puisque derrière, ça va mettre en lumière des acteurs qui ont envie de coopérer, puisque c'est un peu un révélateur, ce format d'événement, de justement des entreprises qui cherchent autre chose que de la pure rentabilité Mhm. et qui ont envie de valoriser en fait des ressources et aussi de le faire de façon locale et à taille humaine. Donc, c'est un beau révélateur et notamment, bah, nous, ça a permis de constituer le pôle de coopération économique. Très bien, ben oui, effectivement, l'aspect communication souligné par Benoît Thierry dans le fil de conversation sur le gain de l'image qui effectivement n'est pas à négliger dans le cas des entreprises. Euh, alors, on pourra peut-être répondre à la dernière question. Est-ce que ou si tu as 10 secondes pour répondre Ouais, est-ce que les matériothèques participent ou est-ce que c'est une matériothèque en soi? Est-ce qu'il y en a qui existent et si oui, elles participent? Est-ce que ouais, je vais repartager du coup la cartographie. Désolé pour le mal de mer. Donc, on a bien une matériothèque, il y en a souvent hein, sur les circuits, puisqu'il y a toujours des acteurs spécialistes de réemploi, des reconditionneurs pro. Et donc, il y en avait une, là, c'est une matériothèque expérimentale, Mhm. avec du coup, bah, elle a mis un échantillon de son site, et du coup, on peut aller voir bah, en fait sa page Le Bon Coin. Hop, tac. Donc, on voit, le site est finalement un reflet et un miroir de son catalogue à l'année, et elle est bien intégrée sur le circuit de l'édition là, aux côtés des autres entreprises. Donc ça s'intègre extrêmement bien. Et en fait, en soi, ils font partie de l'offre territoriale du réemploi. Donc ils ont toute leur place pour participer. Parfait, super. Merci beaucoup, Benoît. Encore bravo pour cette belle initiative. Euh, on, bon, il est l'heure, donc nous allons très rapidement passer sur on va dire la conclusion. C'est l'idée bah, de finaliser ce webinaire avec quelques recommandations, notamment sur les leviers de la mise en œuvre. Alors, on va pas les passer en revue en détail, vous pourrez les retrouver sur le fil de conversation, sur le diaporama, pardon, sachant que on les a beaucoup abordés. C'est une forme de synthèse, mais vous avez compris qu'il y a dans la mise en œuvre et l'accompagnement des synergies complexes, des sujets de gouvernance et d'animation à prendre en compte du fait de la multiplicité des acteurs qui peuvent parfois être très nombreux avec des intérêts divergents. Il y a évidemment de l'ingénierie de projet que vous avez soit en propre, soit vous allez chercher à l'extérieur. Il faut évidemment soigner l'engagement des acteurs avec qui vous travaillez, et ça dès le départ, avec des conditions de travail, de projection dans la synergie, de manière à ce qu'ils puissent tout de suite comprendre l'enjeu de la pérennité de la synergie. Et puis enfin, la temporalité, faire comprendre qu'il y a un peu de temps à passer, qu'il faut se projeter dans le temps, faire accepter le temps long. Et pour ça, on peut rythmer les étapes, ce qui nous permet de faciliter cette acceptation du temps long. Et puis enfin, on peut voilà quelques messages clés à retenir. Euh, je vais pas les passer en revue, mais encore une fois, les notions de temps, de coopération, d'expertise, s'appuyer sur des acteurs moteurs et le rôle clé que vous jouez en tant que facilitateur et animateur comme cadre sécurisant, parfois médiateur parce qu'il peut y avoir des conflits d'intérêts ou voilà l'obligation de faire converger des intérêts parfois divergents. Donc ça, c'est votre travail au quotidien et c'est d'autant plus important dans le cadre des synergies complexes. Voilà, bah, si je garde la parole pour conclure, euh, je remercie encore chaleureusement nos deux témoins, Andy et Benoît, pour leur partage d'expériences qui sont vraiment des beaux sujets aboutis avec des résultats et qui montrent bien que l'écologie industrielle et territoriale, bah, quand elle est prise en charge avec des fonctions d'animation qui fonctionnent et des acteurs volontaires sur les territoires, eh bien, on répond à des besoins et on arrive à des résultats très intéressants. Est-ce que